Bonjour. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Victor Blanc, praticien hospitalier dans le service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Saint-Antoine, Sorbonne Université, mais aussi actif sur YouTube concernant entre autres le pop art. Le docteur Jean-Victor Blanc interviendra sur les difficultés d'accès aux soins, comment créer un environnement favorable pour amener à consulter. Au cours d'une table ronde animée par Dominique Guillot, bénévole d'Argos 2001 et proche, et de deux bénévoles, Inès et Charles, qui vont se présenter. Vous pouvez vous poser vos questions dans la boîte QNR. Je laisse la place à la table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine, pour cette présentation. Docteur Blanc, vous voulez prendre la parole? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous pour cette journée mondiale et puis sur un sujet qui est intéressant et voilà qu'on a pensé avec sur l'invitation de l'association, notamment parce qu'à Saint-Antoine, on a un groupe de psychoéducation pour les personnes vivant avec le trouble bipolaire. Et du coup, c'est une des thématiques qu'on aborde, pas directement, puisque le groupe s'adresse aux personnes concernées, mais indirectement, puisque ça fait vraiment partie de comment mieux vivre avec le trouble. On pourrait commencer cette table ronde par une question d'Annick qui nous dit « Je vous contacte car mon papa est atteint d'un trouble bipolaire. Il ne se considère pas malade et refuse la prise d'un traitement. Nous souffrons de son humeur et de son comportement au quotidien. Avez-vous des pistes à explorer ou des contacts à me donner qui pourraient nous aider ?» Ça, je pense que c'est assez classique. On est dans... Effectivement, c'est assez classique et c'est pas évident parce que forcément, nous, en tant que professionnels, on voit surtout les personnes qui acceptent de venir ou alors sur, on va dire, le mode de l'urgence. Mais en tout cas, par définition, on ne voit que ceux qu'on arrive à voir. Alors après, c'est pas rare que dans l'entourage de personnes qui consultent pour troubles bipolaires ou pour autre chose, il y ait un proche, un parent, un frère, une sœur, etc., qui ne souhaite pas, en tout cas, qui n'est pas dans une démarche de soins. Alors, le conseil un peu générique, parce qu'évidemment, ensuite, il faut adapter à chaque situation, ça va être avant tout, alors là, dans ce cas précis-là, à voir si c'est adapté, mais se renseigner sur le trouble, parce que ce qu'on constate souvent, c'est que le déni des proches, comme le déni d'ailleurs des personnes concernées, se nourrit souvent de manque d'information, manque d'éducation vis-à-vis du trouble, de la santé mentale et des soins qui existent, parce que voilà, quand quelqu'un considère que la psychiatrie, ça n'existe pas ou que le trouble bipolaire, c'est faire du cinéma, bon, forcément, derrière l'image des soins, de la thérapie, pourquoi aller consulter à ce moment-là soit parce que il y a cette idée que c'est inéluctable et qu'on peut rien faire pour. Donc, l'idée de se renseigner sur voilà, la maladie et aussi les traitements, ce qui existe. Après, ce qui marche le mieux en général, ça va être de partir vraiment de ce que ressent la personne concernée, c'est-à-dire si c'est pas là autour du trouble bipolaire, voilà une mauvaise acceptation du diagnostic et de ce qui peut y avoir derrière, ça va être le ressenti de la personne. Est-ce que elle a remarqué que il y a une tristesse, qu'il y a des moments de l'année où la personne n'arrive plus à se concentrer, à travailler, à faire ce qu'elle fait d'habitude. Ou à l'inverse, certains moments où elle en fait trop, ou certains moments où elle a des difficultés à contrôler, par exemple, son impulsivité. Donc, essayer de partir vraiment de la souffrance de la personne pour ensuite dire, voilà, en tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent être améliorées, c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir des solutions, et notamment des solutions qui impliquent des soins. Ok. Alors effectivement, donc moi je suis un proche, mais je vais laisser mes deux collègues se présenter également en ce début de table ronde.
Bon, moi, c'est Inès. Je suis bénévole chez Argos depuis 6 ans. On s'est vu en groupe de psychoéducation. À Argos, j'anime notamment des groupes de parole et j'ai été très sensible à la présentation du groupe famille. Charles. Bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint Argos il y a une année. Il y a Il y a de l'écho, il y a de l'écho. Ouais. Écho. Ouais. Très important. Tu n'as pas un téléphone d'ouvert avec. Non. Attendez. Il y a l'écho. Peut-être te déconnecter, te reconnecter. Oui, vous dites. Je n'ai pas Là, effectivement, ça ne peut pas le faire. Continuez sans moi. Ok. Alors, en attendant que Charles revienne, donc, une question qui nous a été posée, qui pourrait s'appliquer également aux proches. Mais pourquoi le déni? Pourquoi le déni du patient? Quels sont les mécanismes en fait de protection? Moi, je peux parler du déni des patients puisque j'étais patiente et j'étais dans le déni. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier épisode où on souffre. Si on souffre beaucoup, on accepte de prendre des médicaments. Mais dès qu'on va mieux, moi, j'ai jeté mes boîtes de médicaments et j'ai annulé mon rendez-vous chez le psy qui n'était pas contente, mais voilà. Et donc, c'est suivi de plusieurs étapes avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire. C'est aussi dû à ce que la psychiatrie nous est pas commune. On a peur de la psychiatrie, les psychiatres ils s'occupent des fous, nous on n'est pas fous, etc., etc. Voilà comment je vois le déni de mon côté. C'est tout à fait juste. Très souvent, le déni, il vient d'un manque de connaissances parce que finalement, l'image de la santé mentale, des troubles, de la psychiatrie, des psychiatres, des médicaments, elle est globalement très négative malheureusement dans notre société. Donc, c'est sûr que à la différence de lorsqu'on annonce, je ne sais pas, une hypertension ou un diabète, même si on n'est pas expert sur la question, les personnes et l'entourage savent globalement qu'il s'agit de maladies, que ça a plusieurs origines, mais qu'en tout cas, ce n'est pas du cinéma et qu'il y a des solutions qui existent. Or, ce qui est compliqué, et c'est pour ça que je suis assez actif sur le sujet, la représentation des troubles, elle est tellement négative et compliquée que quand on annonce un trouble psychique à quelqu'un, souvent, ça peut être pris pour quasiment une insulte. C'est des termes qui sont très galvaudés, souvent mal utilisés, mal compris. Donc, une part du déni, je pense qu'il vient effectivement, ce manque de connaissances. Après, c'est vrai aussi que ce qu'on observe, on va dire, à l'autre extrémité, c'est donc soit des gens qui connaissent vraiment pas du tout, très mal les troubles, soit des personnes, et c'est la complexité, c'est des personnes qui en fait vont avoir connu des proches pour lesquels ça a pu mal se passer, qui justement pour des raisons X ou Y ont eu un parcours de soins compliqué, et qui du coup vont se retrouver face à une difficulté comment dire, de se projeter de manière assez négative sur ces destins-là qui ont pu être compliqués. Ce qui fait que aggraver les choses parce qu'en disant non, je ne veux pas être comme un tel, je ne veux pas être comme un tel. Si je commence à consulter et à dire que j'ai un trouble, etc., ça va être la même chose et au final, ça fait malheureusement que renforcer du coup la détresse. D'accord. Charles, ça est ton micro? Je retente? Ah, je crois que c'est bon là. Parfait. C'est mieux là? Alors, formidable. Voilà. Bon. Donc, on en était à la première question, pourquoi le déni du patient? Et je disais également, mais peut-être c'est les mêmes réponses, en tout cas elles peuvent être proches, pourquoi le déni aussi des proches? Le déni du patient, oui. Alors, moi, je suis proche. Mon épouse souffrait de troubles bipolaires, elle n'est plus là depuis 2016 et j'ai élevé du coup seul 4 enfants depuis ces années.
Le déni, ouais, c'est compliqué à résoudre. Enfin, j'ai pas de recette. Ce que je sais, c'est que ce qui est difficile, c'est on essaye d'aider et on renvoie du coup quelque chose de la maladie. Enfin, on devient un peu on devient un miroir en quelque sorte. Et ça, il faut essayer d'éviter ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire c'est peut-être utile d'avoir des appuis dans la famille. Je me souviens des parents de mon épouse que j'appelais quand ça n'allait pas et qui, voilà, une maman, ça a des fois une oreille qui peut être, elle peut être mieux entendue qu'un mari. Voilà, ce genre de choses pour aider à trouver des appuis autour de soi pour aider la personne. Là. Après, ouais, je dirais essentiellement ça. Voilà. Okay. Je ne sais pas si c'est pertinent. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute simple, sinon je pense que ça se saurait depuis longtemps. J'ajouterai une chose peut-être, c'est que je sais que mon épouse, quand ça n'allait pas, il y a des... Bon, quand ça ne va pas dans un couple, dans ces moments-là, ça part en dispute, etc. Et je l'avais pris au mot en disant il faut que tu consultes, mais il faut que tu consultes moi. Et je chiche, mais à ce moment-là, chacun. Et ça avait permis d'enclencher quelque chose. J'avais dit, tiens, j'ai été voir un professionnel, et toi, t'en es où? Voilà. Voilà. Parce que je veux bien que je sois le problème, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Et ça avait permis d'enclencher quelque chose. Voilà. Ça n'a pas empêché quand même derrière des épisodes. Voilà. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, de montrer, de prendre sa part, quoi. C'était ça l'idée. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Voilà. Bien sûr, c'est hyper intéressant ce témoignage, et c'est vrai que l'idée, c'est aussi de dire que voilà, en dédramatisant l'accès aux soins, c'est une manière, et en prenant soin de soi, c'est aussi une manière d'encourager la personne à prendre soin d'elle. Et peut-être que dans le témoignage d'Annick, ou en tout cas dans la question d'Annick qu'il y avait tout à l'heure, c'est peut-être de ça aussi dont il s'agit finalement, parce qu'on le sait, être aidant de personnes concernées par un trouble psychique, ça peut être fatigant, ça peut être épuisant, ça peut faire que, comme tout un chacun, on a ou pas des vulnérabilités, mais qu'à un moment, on a besoin de prendre soin de soi. Et ça, toutes les études le montrent, notamment, alors ça va être dans la schizophrénie, mais c'est vrai aussi dans le trouble bipolaire, finalement, le fait que l'entourage, les aidants prennent soin d'eux, prennent soin de leur santé mentale, consultent si besoin, ça fait que globalement, l'entourage va mieux, et du coup, le patient, la personne concernée, va mieux également par effet de ricochet. Parce qu'en fait, être aidant quand soi-même on n'est pas super en forme, c'est compliqué. Et à l'inverse, prendre soin de soi, c'est aussi une manière finalement de prendre soin des autres. Et la question aussi, c'est comment amener une personne donc, qui ne va pas bien ou peut-être malade à consulter? Alors là, il y a plusieurs cas de figure. On va commencer par peut-être le plus impressionnant. C'est sûr que dans certains cas, dans le cas d'épisodes maniaques avec des troubles du comportement importants, dans le cas d'un risque suicidaire, dans le cas d'une mise en danger de soi ou d'autrui, ça, il n'y a pas 36 solutions. Amener la personne à consulter, c'est passer via les urgences. Et si ce n'est pas possible d'amener physiquement la personne aux urgences, c'est via le 15 qui ensuite fait intervenir soit les pompiers, soit l'ambulance, etc., pour que la personne puisse avoir accès à des soins de manière directe, puisque dans la plupart des services d'accueil des urgences, il y a ou un psychiatre de garde qui du coup assure ce travail de, on va dire, évaluation, et puis
orientation et puis hospitalisation, donc si besoin. Donc ça, c'est un des premiers cas de figure, mais c'est pas toujours évident parce que c'est très culpabilisé de la part de l'entourage, mais en fait, il s'agit de mettre en place des soins. Et c'est au contraire ne pas le faire qui, en général, fait que la personne peut voilà, avoir des troubles du comportement alors qu'elle relèverait du soin, quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en dehors de ces cas d'urgence médicale, c'est sûr que on va dire qu'il y a une temporalité qui va être plus longue. Après, ça peut être ne serait-ce que encourager la personne déjà, et si c'est possible, et si la personne n'a pas de ressources, essayer de se renseigner pour trouver un ou une thérapeute, un ou une soignante, donc que ce soit via le médecin généraliste, via le centre médico-psychologique, via un autre centre hospitalier ou du libéral. Mais en tout cas, voilà, pouvoir incarner les choses en disant, bah, voilà, je pense que ça ne va pas, je me suis renseigné, il y a tel psychiatre ou tel psychologue, etc., qui pourrait peut-être t'aider. Après, ce qui se fait aussi, c'est que parfois, l'entourage accompagne même physiquement, notamment pour les premiers rendez-vous. Alors, c'est vrai surtout chez les patients jeunes, mais pas que, à la consultation. Donc, ça peut être un pas en avant ou en tout cas de le proposer. Mais voilà, c'est trop compliqué, je peux t'accompagner. Et après, laisser, on va dire, cette porte ouverte en dédramatisant au maximum. Ça, c'est vrai que je pense notamment pour les parents. C'est sûr que si, comment dire, pendant des années, on a dit, ah, mais enfin, si ça continue comme ça, je vais t'emmener chez le psy, comme si c'était un peu la punition. Et ben, c'est sûr que c'est le jour où il y a besoin d'aller chez le psy, c'est pas forcément évident. Donc, je pense qu'il y a aussi tout un travail en amont à faire qui s'adresse là, pour le coup, plutôt au grand public. Inès, tu poses une question? On en est où y a-t-il un déclic pour le patient? Le déclic peut se produire après plusieurs phases non, ça c'est ma réponse. Je voulais y répondre à ça parce que pour moi c'est un peu un mythe le déclic du patient. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on a une première phase. On suit des médicaments ou pas d'ailleurs, et après on arrête quand on va mieux et ça recommence. Donc c'est petit à petit, au fur et à mesure où on se rend compte qu'on s'en sort pas et qu'on accepte la maladie, mais c'est pas un déclic un jour, ouf, je vais bien. En tout cas, c'est moi qui le ressens de cette manière. Et j'ai vraiment accepté le traitement après des phases vraiment où il y a une grande souffrance, en fait. C'est ça qui déclenche l'acceptation. C'est vrai que souvent, cette idée de déclic, elle est séduisante, mais c'est jamais une seule chose qui fait qu'on a un déclic. Après, ça peut être soit effectivement suite à un passage à une décompensation brutale, un épisode dépressif ou maniaque très important. Parfois, c'est aussi suite à une rencontre, que ce soit via la pérédance, via aussi un thérapeute ou autre chose. Dans certains cas, alors plus compliqué, hein. Parfois, c'est aussi à l'occasion de une perte d'emploi ou une rupture que finalement la personne réalise qu'elle a besoin d'aide. Tout ça étant bien évidemment les cas, on va dire, les plus complexes, l'idée étant d'être au plus dans la prévention et que ce déclic, il est entre guillemets pas besoin d'arriver, quoi. Charles, tu vois une question? Une question, oui. Comment faire face au déni des proches? On voit ça dans nos familles. Oui, comment, je parle en tant que proche, mais pour ma femme, il y a tout l'entourage, les frères et sœurs, voilà, et qui trouvent même des fois d'autres raisons parce que enfin, moi je le vois comme une commodité, enfin voilà, chacun compose comme il peut, mais comment on aide autour de soi, Bien sûr. en tant même Avant que tout, je pense. proche.
Bien sûr. Après, je pense que effectivement, le déni il peut être partagé ou concerner certaines personnes parmi l'entourage. Moi, avant tout, c'est vraiment quoi je crois, c'est l'éducation, d'où l'intérêt de se renseigner sur les troubles pour pouvoir les expliquer. Parce que si on ne sait pas bien déjà ce que c'est, ça va être difficile de l'expliquer à l'entourage. Après, aujourd'hui, et c'est vrai pour le trouble bipolaire, il y a un certain nombre de films sur le sujet, de ressources, évidemment d'associations, de célébrités qui en ont parlé. Et c'est vrai que heureusement aujourd'hui on sort quand même un peu de l'obscurantisme sur le sujet et des tabous. Donc c'est autant d'occasions de montrer que le sujet et cette journée mondiale elle est faite pour ça. On en parle, c'est présent dans différents types de médias, de films, de personnalités qui vont à un moment en parler et montrer que c'est une vraie maladie, que c'est pas du cinéma, que ça n'a rien à voir avec le fait d'être par exemple caractériel. Donc, l'idée, ça va être, un, de s'éduquer, deux, de montrer que c'est un fait de société, et puis trois, évidemment, tout ça à adapter en fonction de la personne concernée, notamment, et ça, c'est des cas pas simples, mais qu'on voit malheureusement, quand la personne elle-même n'est pas dans le déni, la personne, elle, accepte son trouble, la prise en charge, les médicaments, etc. Donc, est très investi dans ses soins, mais qu'à côté de ça, l'entourage ou une partie de l'entourage va lui dire des choses du style, voilà, ça sert à rien, quand est-ce que tu arrêtes tes médicaments moi, je pense que ceci, moi, je pense que cela. Bon, et là, pour le coup, le rôle de l'entourage, on va dire bienveillant, va être de limiter aussi ce type d'interaction qui peut être coûteuse psychiquement pour la personne. Moi, j'ai un petit témoignage. Ma mère a été complètement dans le déni, ce qui brouillait un peu notre relation, alors que je pense qu'elle était bipolaire un peu sur les bords. À cette époque-là, on n'en parlait pas. Et à l'âge de 85 ans, elle a accepté. Et à chaque fois que j'allais la voir sur son EHPAD, elle me demandait, mais gentiment, si ça va bien. Et ça a été un grand réconfort pour moi. Super. Alors, c'est un super témoignage et ça montre bien aussi. Et alors, évidemment, vous allez me dire, bah, les deux sont liés. C'est vrai. Une fois que la personne accepte soi-même son diagnostic, c'est beaucoup plus facile pour elle de l'expliquer à l'entourage et que l'entourage l'accepte, quoi. Question qu'on a eue là, c'est les conséquences du rejet du patient par les proches. Dans quel sens? Du Ben, rejet? c'est-à-dire qu'en fait, si les proches, effectivement, ne veulent pas s'occuper de la personne qui souffre d'un trouble bipolaire, quelles en peuvent être les conséquences, quoi? Bah, les conséquences, elles vont être plutôt négatives. On sait que les personnes concernées par un trouble psychique sont statistiquement plus isolées dans notre société. Et c'est sûr que si l'entourage les rejette ou les isole à cause du trouble, ça va accentuer cet isolement, cette solitude qui n'est pas très bonne pour la santé mentale. Après, là aussi, ce qu'on constate parfois, c'est qu'il y a des entourages, on a beau essayer de leur expliquer, on a beau essayer de les rencontrer en tant que professionnels, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important à dire. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à solliciter le ou la psychiatre traitante pour qu'il rencontre l'entourage et qu'il explique de manière médicale le trouble et répondre aux questions de la personne, etc. Si malgré tout ça, ça ne marche pas, à un moment, certains patients disent, bah voilà, j'ai décidé de plus voir telle personne parce qu'en fait, c'était pas bon pour moi, elle ne veut rien entendre, elle ne veut pas comprendre. Et auquel cas, ça peut être quelque part un soulagement avec, et à condition qu'il y ait d'autres personnes de l'entourage qui puissent être investies de ça. Et notamment, c'est vraiment le rôle, là aussi, des associations et de la pérédance, puisque par définition, l'idée, c'est de justement pas être jugé ou ostracisé en raison du trouble, quoi. J'en profite pour parler des groupes de parole d'Argos.
en fait, on anime, nous, en tant que bénévoles, pas du tout en tant que psychiatre ou autre personnel médical, des groupes d'une quinzaine de personnes, soit en présentiel, soit par Zoom pour toucher toute la France. Et du coup, moi, la première fois que j'ai participé en tant que participante, j'ai senti un poids en moins parce qu'on pouvait parler librement. On se retrouvait avec des gens qui nous ressemblaient et c'est ce poids en moins dont je me souviens alors que c'était il y a une dizaine d'années. Pour compléter ce qui a été dit sur les familles en père aidance, on reçoit dans certains groupes des patients et des proches. J'ai reçu quelquefois des couples qui venaient ensemble et c'est intéressant parce que les patients ou les proches voient un peu les expériences des autres, ils s'entraident et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment en mauvaise posture, les autres participants font tout pour témoigner dans le sens que soutenir cette personne. Donc moi je trouve que c'est très puissant comme système. Ça ressemble à l'éducation thérapeutique du patient. Oui, ça ressemble. Alors, on nous dit là, comment lutter chez les proches et la famille contre l'indifférence, mais surtout la peur. Peur d'être profondément impacté, bouleversé, de voir ses vies chamboulées, peur que les jeunes frappent à nouveau les enfants, voire les petits-enfants. Quelle question d'approche? Bien sûr, l'idée, ça va être de toujours passer par l'explication, fournir aussi des connaissances. Il y a énormément de livres qui existent. Alors, par exemple, il y a le livre à l'attention des enfants, c'est Goupil ou Face, il me semble, dont on parle pas mal dans le groupe des psychoéducations. Donc, vraiment donner les informations les plus adaptées à tout un chacun pour qu'ils puissent ensuite se positionner vis-à-vis du trouble. Après, sur la question donc, des gènes, alors c'est vrai que le trouble bipolaire, aujourd'hui, on sait qu'on peut hériter d'une vulnérabilité plus importante liée au trouble. On sait que si, par exemple, on a un frère, une sœur ou des parents qui ont le trouble, on a soi-même un risque plus élevé de le développer, de l'ordre de 10%. La population générale, c'est 1 à 2%. Ceci dit, ce n'est pas une transmission génétique directe, puisque on a 90% de chances de ne pas être bipolaire, même quand on a un parent, par exemple, qui est atteint du trouble. Donc, l'idée, ça va être d'avoir conscience de cette vulnérabilité sans qu'on vive ça comme une épée de Damoclès, mais au contraire, plutôt un encouragement à prendre soin de soi, à limiter certaines choses qui vont être, on va dire, mauvaises pour la santé mentale, comme le surmenage, le stress ou les substances. Et ça, c'est des choses que, entre guillemets, tout un chacun pourrait, on va dire, appliquer à. Moi, je vais encore parler d'un témoignage, mais je suis là pour ça, peut-être. Bien sûr. J'ai un fils qui a des troubles bipolaires et au début, j'étais très culpabilisée. Et après, on est passé dans une phase d'action. J'ai été en appui, mais quand c'est son fils, on ne peut pas non plus guider tout, on n'est pas soignant. Donc, petit à petit, j'ai trouvé la bonne distance et bon, il a été de mieux en mieux. La mère n'est pas seule dans l'entourage, il y a sa femme aussi, dont j'ai apprécié la psychiatrie parce qu'il a été hospitalisé et le psychiatre a reçu sa femme et lui en même temps. Donc ça, c'était un bon point. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si. Donc, pour l'anecdote, il m'appelait à chaque fois que ça allait pas bien. Donc, on se rencontrait, on allait se balader. Je me rappelle un jour, on avait été près d'un château où il y avait des allées avec des petites pierres. J'avais des chaussures à talons que j'ai bousillées parce qu'on a marché pendant 2 heures. Bon, maintenant, ça va bien. Mais pour finir mon anecdote, il m'appelle l'autre fois, je me suis dit, zut, c'est qu'il va encore pas bien. Il m'a invité au restaurant et il m'a dit, aujourd'hui, ça va très bien, donc je voulais te rencontrer parce que d'habitude, je t'appelle quand ça va pas bien. Et je sais qu'il a une toute petite inquiétude, pas grosse, mais quand même, vis-à-vis de son fils aîné. Bon, qui a 6 ans, hein, il est tout petit, mais on sent qu'il y a une petite préoccupation, dirais-je, légère, mais elle y est.
Voilà. C'est important effectivement d'avoir à la fois une petite vigilance, en tout cas de l'avoir en tête, mais en même temps, le témoignage, il montre bien qu'il n'y a rien d'inéluctable et que ça aussi, on le sait, plus on est dans la prévention et plus on accède à des soins tôt dans l'histoire de la maladie, moins la maladie va prendre de place dans la vie de la personne. Donc, il faut voir ça aussi quelque part comme quasiment une chance de se dire, bah voilà, on sait ce que c'est le trouble bipolaire, donc si jamais ça arrive, il n'y aura pas des années d'errance diagnostique comme il peut y avoir dans certaines générations, et que ça, c'est plutôt, on peut le transformer, entre guillemets, en quelque chose de positif. Mais moi, je me demande s'il ne faudrait pas, en fait, on parle d'éducation thérapeutique du patient, des proches, mais je me demande même si au collège ou au lycée, en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait quelques heures dans Bien le sûr. milieu scolaire pour parler de ce que sont les troubles psychiques. Ouais. Ben, on y Ça, pense, effectivement, c'est Argos. quelque chose qu'on demande beaucoup. Et, Il y a des gens qui pensaient ça, Argos, mettre en place des interventions dans les classes. tout à fait, oui. Je pense qu'il y a dans les classes, oui, que ce soit collège, lycée, enseignement supérieur, je pense que dans des endroits comme l'École nationale de la magistrature, l'École nationale de la police, ce ne serait pas inintéressant non plus. Moi, je vais intervenir avec justement Patrice et Eliane qui étaient là aujourd'hui. Je travaille au ministère de la Transition énergétique et le 13 avril prochain, on va faire un webinaire sur les troubles bipolaires. C'est vraiment une première. Et donc, je suis en relation avec la correspondante handicap de ce ministère qui a contacté ses référentes donc dans d'autres ministères. Et du coup, on va pouvoir diffuser donc, ce que sont ces troubles. Parce que je me rends compte, bien sûr, que malgré effectivement la médiatisation de certains acteurs, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais d'un autre côté, il y a quand même, ça fait toujours peur. Et effectivement, je pense qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait vrai. Et ça, il y a énormément comment dire, de choses et d'acteurs, de professionnels qui se mobilisent là-dessus pour qu'effectivement, enfin, il y ait, on va dire, au moins un module d'éducation à la santé mentale qui soit intégré à l'enseignement général, puisque voilà, quand on sait on va dire l'importance de ces troubles dans notre société, c'est important que, alors bien sûr, là-dessus, on nous répond souvent que tout le monde, enfin, les juristes pensent qu'il faudrait mettre faire une éducation au juridique. Chacun voudrait qu'on intègre plus de choses dans l'école qui a déjà une barque assez pleine. Certes, ceci dit, là, on parle quand même de troubles qui peuvent être très handicapants et dont le niveau de connaissance globale est quand même très, très faible. Tout à fait. Et puis, si je peux me permettre, ma fille, l'an dernier, est rentrée de l'école, ma fille, 14 ans, en disant, les copains, ils disent, toi, tu es bipolaire, avec ce côté très négatif, très insultant que les ados peuvent, agressif. Et bon, il y a certainement, je valide le côté éducation à creuser. Les enfants, dans une cour de collège, sont capables d'être méchants et réducteurs et de balancer ça comme si c'était une insulte. Voilà. Et bon, alors ma fille avec ses armes d'une enfant de 14 ans, elle a répondu et j'ai l'impression qu'elle s'est bien défendue, mais j'encourage en tout cas les proches à parler, c'est important du coup que les enfants, je pense, aient des éléments sur cette maladie quand ils sont concernés de près ou de loin, quoi. Voilà. Parce Bien que là, sûr. elle a été désarmée visiblement quelques instants, elle a répondu, mais voilà. Mais maintenant, on lui pose plus la question. Visiblement, elle a été persuasive quand même. Alors, on a un spectateur qui nous dit mon fils a été dans le déni de 18 à 35 ans, où il était en phase hypomaniaque, voire maniaque. Je n'ai rien pu faire. Il n'a été diagnostiqué qu'à l'occasion d'une dépression profonde. Qu'aurais-je pu faire?
Alors, Il y a vraiment un rôle. C'est difficile. Ouais, pardon, allez-y, excusez-moi. Il y a vraiment un rôle aussi à jouer, on va dire, en termes diagnostiques dans la prise en charge. C'est aussi pour ça qu'au-delà de répondre aux questions de l'entourage, souvent on aime bien rencontrer la famille, notamment quand on a au début de prise en charge des doutes vis-à-vis du diagnostic. L'entourage va nous apporter des éléments précieux qui permettent de compléter, de faire ou d'infirmer le diagnostic, notamment pour le trouble bipolaire, où on sait que voilà, il y a des cas où ce n'est pas forcément évident, qu'on a besoin de certains temps, qu'on a besoin de plus d'infos, etc. En tout cas, c'est très important quand il y a des doutes, notamment sur des phases hypomanes ou maniaques qu'on peut passer inaperçues, que ce soit via un médecin traitant ou un psychiatre, un spécialiste, d'en faire part aux spécialistes et aux professionnels, parce que ça va vraiment nous aider et que c'est quasiment systématique, en tout cas par exemple, tout ce qui va être centre expert bipolaire, il demande systématiquement quand il y a des doutes ou pas, de rencontrer la famille parce qu'ils apportent un éclairage diagnostique extrêmement précieux, en plus du fait de répondre à leurs questions. Alors, on a Véronique qui nous dit la difficulté d'accès aux soins et aussi la difficulté de trouver un bon psy qui connaît la maladie ou un CMP compétent. Je ne remets pas en cause les compétences des soignants, mais la bonne connaissance de la maladie et les ressources des centres et des hôpitaux. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué de trouver un soignant parce que, je ne sais pas, on entend parfois que, alors je sais bien que les maladies mentales sont très, très vastes et on n'est peut-être pas, même quand on est psychiatre, un spécialiste de chacune des pathologies mentales. On ne vous entend plus, docteur. Votre micro est éteint. Je vais demander à Loïc s'il peut remettre le micro. On va vous remettre le micro. Alors, en attendant que le micro revienne, peut-être on peut prendre… Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Ah, parfait. Ouais, désolé, je ne pouvais pas réactiver moi-même mon micro. La question, c'était… Oui, donc l'accès aux soins. Évidemment, ça va dépendre. Alors, on parlait des CMP qui sont donc sectorisés. Donc, pour le coup, il n'y a pas tellement le choix du CMP. Enfin, on a un CMP attribué en fonction de son lieu d'habitation, ce qui n'est pas le cas pour le système libéral. En cas de doute, il y a vraiment le système, alors là aussi, on a un peu sur tout le territoire, mais pas suffisamment, des centres experts bipolaires, notamment quand il y a un doute autour du diagnostic. Et évidemment, nous, on aimerait bien et on essaye de faire en sorte que ce soit les généralistes via la formation des étudiants en médecine ou la plupart de nos confrères psychiatres soient le plus à jour possible par rapport aux troubles bipolaires, afin de limiter les erreurs diagnostiques ou l'errance diagnostique. Alors, dans l'information sur la bipolarité, on nous dit pourquoi on dit trop peu que cela s'étale sur une grande amplitude de gravité. Certains sont bipolaires avec un impact important, mais vivable, avec traitement, et hélas, d'autres sont à l'extrême avec des troubles lourdement invalidants, voire une vie classique. C'est un peu comme dans le diagnostic du cancer. Il y a 30 ans, c'était une condamnation. Maintenant, on sait qu'il y a des espoirs raisonnables après un diagnostic de cancer. Parle-t-on assez de toutes ces nuances? Alors, effectivement, c'est vrai que le spectre des troubles de l'humeur et des troubles bipolaires en particulier est aussi assez large, quoi. Donc, et chaque personne, il y a des généralités, mais on voit bien que chacun est vraiment particulier à sa singularité, quoi. Bien sûr, c'est tout à fait vrai et bon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce commentaire, si ce n'est que voilà, d'où l'importance de la prévention et de l'intervention le plus tôt possible.
puisqu'on sait quand même que globalement, un trouble bipolaire qui va être pris en charge et équilibré tôt a beaucoup plus de chances justement d'avoir le moins d'impact vis-à-vis du fonctionnement qu'un trouble bipolaire qui aura évolué pendant des années sans prise en charge et avec des fluctuations d'humeur très importantes. Alors là, on nous dit, lorsqu'on est LGBT et que l'on est bipolaire, le parcours de soins est souvent complexe, car il est difficile de trouver des praticiens safe, des conseils à donner, point d'interrogation. Alors, c'est une très bonne question parce qu'on sait en plus que la communauté LGBT est plus à risque d'avoir des troubles psychiques, notamment en raison de l'homophobie, de la transphobie. C'est vrai, alors il n'y a pas tellement de chiffres sur le trouble bipolaire, mais c'est vrai beaucoup, par exemple, pour la dépression, pour les substances, etc. Et donc, on peut dire que c'est la même chose pour d'autres troubles. Alors, je sais qu'il existe certains réseaux ou annuaires de psy LGBT friendly, entre guillemets, ou affichés. C'est une vraie question. En France, on est un peu anti ce qu'on appelle soins communautaires. Dans un monde idéal, évidemment, on pourrait aller voir n'importe quel psychiatre sans avoir peur de réactions racistes ou homophobes ou de jugement de valeur, etc., ou xénophobes. Malheureusement, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, dans l'idéal, il faut évidemment trouver un psychiatre et plus largement des professionnels de santé qui vont avoir des valeurs communes et en tout cas s'abstenir de juger, de porter un jugement moral sur l'identité de la personne. Bien évidemment, c'est pas simple, mais bon, je sais en tout cas dans le cas des LGBT, c'est vrai aussi pour pour les personnes racisées, il y a des annuaires qui existent, même si là aussi, je pense qu'il y a quand même un effet, pour apporter une petite touche d'espoir, il y a quand même un effet générationnel où parmi les psychiatres de ma génération, c'est quand même plus rare de tomber sur des psychiatres, on va dire, à l'ancienne ou voilà, qui vont être avec des valeurs un petit peu poussiéreuses, quoi. Alors, il y a Christian qui nous dit la plupart des accompagnements efficaces impliquent un traitement avec un psychiatre et un psychothérapeute, plus des aides pour se reconstruire. Comment faire notamment pour la psychothérapie, pour le coût souvent préhobitif? Alors, c'est vrai que tous les soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles. C'est vrai, alors il y a un dispositif qui est un peu décrié, mais qui a le mérite d'exister, donc qui est le dispositif Mon Psy, qui alors normalement est pour les épisodes dépressifs. Mais je crois qu'ils ont fait un amendement pour les ALD, donc le trouble bipolaire, mais bon, je suis même pas certain. Je sais également que pour pas mal de mutuelles prennent en charge et de plus en plus, au vu de l'importance que ça prend, des séances de psychothérapie. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, la psychothérapie remboursée et prise en charge par la Sécu, ça va être via le CMP. Pour les CMP qui ont des professionnels et de la place, c'est vrai également. Et alors, bon, moi j'exerce à Paris, il y a certains centres soit spécialisés, par exemple les BAPU pour les étudiants, soit il y a un centre pour les personnes, je pense à ça, LGBT à Paris qui s'appelle Espace. Enfin bon, il y a des spécificités du coup de centres non sectorisés qui dépendent du service public. Il y a l'EXAPA pour les addictions. Donc voilà, on essaye de s'en sortir comme ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas évident. Là, on nous dit, que pensez-vous, c'est Christian, là, que pensez-vous de se former pour les proches et ou les patients à la communication non violente comme préalable à informer, à rassurer? Bien sûr. Et ça peut être utile au-delà du rôle d'aidant. Donc, bien sûr, ça peut être utile. Et puis, je pense que c'est le type de démarche qui montre aussi à la personne concernée que justement, on se soucie d'elle, qu'on fait des efforts. Donc, moi, je trouve ça effectivement une très bonne idée en complément de tout ce dont on vient de parler. Alors,
un message de Julie 87 qui nous dit que, bonjour, je n'ai pas trouvé d'interlocuteur pour m'accompagner face à la violence psychologique que ma sœur me fait subir. Je pensais que du fait de ma maladie, j'aurais du soutien pour en finir, que je ne peux fuir matériellement. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? C'est une question qui est difficile. Voilà, dans un cas particulier comme ça, je ne saurais pas trop quoi dire si c'est essayer de trouver des ressources à l'extérieur vis-à-vis de la prise en charge de la personne, de sa propre prise en charge, que ce soit psychiatrique, psychologique. Dans les CMP, il y a également des travailleurs et assistants ou assistantes sociales qui peuvent aussi aider dans l'autonomisation, parce que d'après ce que je comprends, il y a aussi la question du lieu de vie, même si, alors là aussi, bon, pour le coup, à Paris, c'est un petit peu anecdotique, hein, mais je sais que l'appartement thérapeutique est quand même un petit peu plus facile et souple, qui peuvent être des solutions dans certains cas. C'était une question dans le chat que Charles voulait répondre. Elle pense c'est péjoratif d'être bipolaire tandis qu'elle est diagnostiquée bipolaire. Charles, tu réponds. Oui, alors, si c'était par rapport à l'anecdote de ma fille tout à l'heure, c'était par rapport à sa maman. La maman de ma fille était bipolaire. Et donc, du coup, elle prend ma fille n'est pas diagnostiquée bipolaire, voilà. Mais c'était. Oui, bien sûr, c'est pas. Enfin, c'est pas péjoratif. Enfin, un malade, quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires n'est pas responsable de sa maladie. Donc, voilà. Mais je pense que cette question était donnée par rapport à l'anecdote, enfin le témoignage que je faisais tout à l'heure. Voilà. Peut-être reprendre la question de Yassir, qui nous dit « Que faire, non pas contre le déni de la maladie par l'entourage, mais dans le sens du refus d'envisager la possibilité de rétablissement ?» Docteur, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est que parfois, et de manière pas mal intentionnée, mais la famille peut avoir, ou l'entourage peut avoir tendance à considérer la personne concernée uniquement comme quelqu'un atteint d'un trouble psychique et de limiter un peu son autonomie. C'est vrai que dans les définitions du rétablissement, c'est vraiment la personne. La personne. Pardon. Pardon. C'est vraiment la personne concernée elle-même qui va déterminer où elle a envie d'aller, ce qui pour elle est important au-delà des objectifs médicaux, de guérison, d'absence de symptômes, etc. Donc là aussi, il peut y avoir une sorte de un peu rééquilibrage lorsque la personne va mieux et qu'elle dit bah, en fait, ça, maintenant, j'ai envie de le faire tout seul, ça, j'ai moins envie de vous impliquer, ça, etc. L'idée, c'est, je pense, d'en parler aussi à l'équipe soignante qui peut du coup expliquer aussi à un moment que la personne, quand elle va bien, n'a pas besoin d'autant de présence de la famille, voire ça peut être bien qu'elle s'autonomise. Et là aussi, ça peut passer par, entre guillemets, par l'extérieur du cercle familial, en s'appuyant sur une structure de soins ou sur une structure associative ou autre, afin que la personne puisse justement se réaliser dans son rétablissement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Inès? On nous disait comment inciter les patients et les proches à sortir de l'isolement, de la stigmatisation ou de l'autostigmatisation. Bien sûr, bah,
là aussi, vous êtes bien placé pour le savoir, mais souvent, ça passe aussi beaucoup par justement le soutien de pairs, qui est une première étape. Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'entourage doit se résumer à des pairs, mais en tout cas, il y a souvent une première étape de l'acceptation de soi, de son trouble, qui passe par le récit de personnes qui eux-mêmes ont vécu avec le trouble ou vivent avec le trouble et qui finalement ont résolu, ont avancé dans leur chemin vis-à-vis de ça. Avec l'autre chose importante qui est que évidemment tout ça c'est possible en général à partir du moment où la personne va bien, va mieux, a le moins de symptômes possible, parce que voilà, avoir une vie sociale, rencontrer des gens et se réaliser, c'est souvent possible une fois que ça va mieux, voire que ça va bien, quoi. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, docteur Blanc. Je crois qu'on arrive à la fin de notre séquence. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, le sujet n'est pas clos. On aura certainement encore l'occasion d'échanger avec vous dans les mois, les années qui viennent, si vous le voulez bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est la deuxième fois, si je ne me trompe, dans le cadre d'une conférence mensuelle et puis cette 9e journée mondiale des troubles bipolaires. Merci à vous, docteur. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez certainement aussi, avec docteur professeur Raoul Belzo, par contre, qui va venir nous parler de la recherche. Bonjour. Merci à vous, docteur Blanc.